Un chiffre énorme tombe. 450 millions de dollars furent refusés par un pays en crise. La scène, pourtant brutale, révèle un paradoxe saisissant. Quand l'aide arrive à Ouagadougou, les camions avancent, mais le silence des habitants dit que quelque chose ne va plus. Pourquoi ce renversement soudain et que signifie-t-il vraiment pour ceux qui regardent l'Afrique se débattre entre dépendance et autonomie alors qu'Ibrahim Traoré choisit la rupture? Une décision, brève mais tranchante, ouvre une fissure inattendue dans l'ordre établi. Le refus de l'aide n'est pas qu'un geste spectaculaire, c'est une promesse implicite faite au peuple burkinabé, celle d'un avenir bâti sur la maîtrise de ses propres ressources et non sur des clauses dissimulées dans des contrats étrangers. La véritable utilité de cette histoire, 10 à 12 mots, de bénéfices clairs et de montrer comment une nation peut redéfinir sa trajectoire sans s'abandonner à une dépendance structurelle. Mais cette promesse s'accompagne d'un prix considérable. Le Burkina Faso doit faire face seul aux pénuries alimentaires, réorganiser son agriculture et absorber les pressions diplomatiques qui suivent un tel affront à un modèle d'aide enraciné depuis des décennies. Les risques ne sont donc pas abstraits. Ils touchent les sols, les marchés, la capacité même d'un pays à assurer son propre avenir après des années de vulnérabilité et d'incertitude, surtout lorsque la communauté internationale scrute chaque pas. Et pourtant, au cœur de cette tension, une question s'accroche encore. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un pays choisit la dignité plutôt que la sécurité immédiate? La révélation arrive d'un bloc. Derrière les 450 millions de dollars, une clause cachée lie l'avenir agricole du Burkina Faso à des semences contrôlées depuis l'étranger. Un second chiffre la renforce. Plus de 70% des graines proposées provenaient de variétés génétiquement modifiées, dépendantes de fournisseurs américains et impossibles à reproduire localement. Ces deux éléments, liés ensemble, expliquent enfin le silence de Ouagadougou lorsque les camions d'aide se sont arrêtés. La promesse d'abondance dissimulait un mécanisme de tutelle, et cette tutelle pesait davantage que n'importe quelle manne financière. C'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré change de dimension. Le refus n'est pas seulement symbolique, il marque la rupture avec une logique installée depuis des décennies, où l'aide internationale sert de filet permanent, mais aussi de levier de contrôle. Le Burkina Faso n'a pas simplement tourné le dos à une enveloppe exceptionnelle. Il a décliné un contrat qui conditionnait la souveraineté alimentaire du pays pour les années à venir. Le contexte éclaire la portée du geste. Les semences offertes portaient des droits de propriété limitant leur reproduction. Les clauses exigeaient un alignement sur les fournisseurs initiaux, les conditions diplomatiques impliquaient une coopération prolongée dont les termes n'étaient pas explicités publiquement. Derrière l'aide humanitaire se dessinait un modèle où la dépendance, loin d'être accidentelle, devenait structurelle. Dans les rues, les marchés et les villages, cette révélation a circulé progressivement. Les citoyens ont découvert que l'acceptation du programme signifiait renoncer à la maîtrise de leurs terres, de leurs récoltes et même des variétés locales adaptées au Sahel. Les débats ont éclaté. Pouvait-on encore parler d'aide lorsque l'autonomie agricole disparaissait? Et ainsi, la question ouverte au tout début, pourquoi un peuple affamé refuserait-il une aide massive, trouve enfin sa première réponse. La sécurité immédiate ne vaut pas la perte définitive du contrôle sur ce qui nourrit une nation. Dans les jours qui ont suivi le refus, ce sont les habitants eux-mêmes qui sont devenus les premiers guides pour comprendre l'onde de choc. Sur les marchés de Ouagadougou, commerçants et clients échangeaient des versions croisées d'un même constat. L'aide étrangère ne pouvait plus être acceptée si elle signifiait d'abandonner la maîtrise des semences. Une vendeuse de mil racontait:
que, depuis des années, la dépendance aux dons saisonniers rendait les récoltes locales moins valorisées, créant un cercle où l'attente remplaçait l'initiative. Sa remarque, simple mais ferme, donnait en réalité une direction nouvelle au débat public. Dans les campagnes, les paysans ont perçu la décision avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Un cultivateur de la région de Koudou expliquait que les semences importées, bien que promettant de hauts rendements, ne survivaient pas toujours aux variations climatiques du Sahel. Sa petite exploitation avait perdu une saison entière après avoir adopté des graines inadaptées. Cette expérience devenait soudain un argument de poids pour défendre une autonomie longtemps négligée. Parallèlement, les premières réactions des coopératives agricoles ont révélé une dynamique inattendue. Plusieurs groupes locaux, jusque-là peu visibles, ont vu dans la rupture une occasion de structurer leurs actions, d'organiser les achats, de partager les techniques et de préparer la transition vers des semences endogènes. L'initiative ne garantissait pas une réussite immédiate, mais elle offrait une manière concrète d'agir sans attendre une nouvelle aide extérieure. Au fil de ces récits se dessine une question centrale, encore suspendue. Jusqu'où une société peut-elle avancer lorsqu'elle choisit d'assumer seule le poids de sa propre autonomie? B. Avant le refus, les discussions autour de l'aide étrangère restaient diffuses, enveloppées d'espoir et de résignation mêlées. Après l'annonce, tout bascule. Les termes du contrat apparaissent, les clauses sur les semences sont révélées, et la décision devient un point de fracture entre dépendance installée et souveraineté revendiquée. Ce glissement rapide mais structuré transforme un geste politique en déclencheur national. Les camions d'aide encore stationnés à Ouagadougou deviennent des symboles immobiles d'un système que le pays ne veut plus accueillir. Les premières heures témoignent d'un choc silencieux, mais les jours suivants dévoilent une réorganisation profonde. L'effet immédiat touche les institutions. Les ministères liés à l'agriculture et à l'économie se réunissent en urgence pour examiner la trajectoire nouvelle imposée par ce choix. Derrière les portes closes, les équipes techniques passent au crible les stocks de semences locales, évaluent les surfaces disponibles, identifient les régions capables de fournir des récoltes rapides. L'administration produit des cartes des priorités, des séquences d'actions conditionnées aux saisons. Cette machine, longtemps alignée avec les calendriers des bailleurs internationaux, doit désormais avancer au rythme des terres burkinabés et non plus des partenaires étrangers. Dans les campagnes, la transformation se fait sentir sans délai. Les paysans réorganisent leurs pratiques, ajustent les variétés plantées, renforcent les échanges entre villages pour compenser les ruptures créées par la disparition des semences importées. Les coopératives émergentes prennent leur essor, structurent la distribution, répartissent les tâches, constituent des stocks tampons pour protéger les zones les plus exposées. Des champs jusqu'alors abandonnés sont remis en culture, éclaircis, irrigués sommairement, utilisés comme terrain d'essai pour des techniques adaptées aux sols appauvris. Dans certains villages, les anciens transmettent leurs méthodes, longtemps délaissées au profit de solutions plus rapides venues de l'extérieur. La pression internationale, elle, monte parallèlement. Plusieurs institutions financières questionnent le choix burkinabé, tandis que des analystes dénoncent un risque de crise alimentaire. Les États-Unis expriment leur déception publique et insinuent un refroidissement des relations diplomatiques. Mais sur place, les autorités persistent et Ibrahim Traoré rappelle que l'enjeu n'est pas l'aide, mais la perte de contrôle sur l'agriculture nationale. Ce positionnement, loin d'apaiser les tensions, provoque un débat global sur la nature réelle des programmes humanitaires conditionnés. En miroir, la société burkinabé s'organise. Les marchés adaptent leurs prix, les commerçants recentrent leurs achats sur les produits locaux,
les associations mobilisent des campagnes de sensibilisation pour encourager la consommation de graines du pays. Des radios communautaires expliquent comment d'optimiser les cultures résistantes au climat du Sahel, tandis que des groupes de jeunes expérimentent des systèmes de compostage pour renforcer la fertilité des sols. La dynamique se propage par capillarité, passant de la capitale aux régions périphériques, créant un réseau d'initiatives qui s'ajustent mutuellement. À mesure que les semaines avancent, une réalité nouvelle se dessine. Malgré les difficultés, le pays entre dans une phase de réappropriation de ses outils agricoles. Cette évolution, lente mais déterminée, reflète la logique qui anime la décision initiale. Ici, ce n'est plus seulement le refus des 450 millions de dollars qui importe, mais la reconstruction d'un modèle entier, un modèle où l'avenir repose sur la continuité des efforts locaux. Et pourtant, une tension demeure. La rupture suffit-elle à garantir une reconstruction durable ou ne fait-elle qu'ouvrir un chemin encore plus exigeant? Le passage au quantifiable commence par un contraste net. Avant la rupture, les terres agricoles du Burkina Faso étaient fragmentées, souvent sous-utilisées, et dépendantes de programmes saisonniers qui dictaient les rythmes de culture. Après la décision, une bascule mesurable apparaît à travers les chantiers de réhabilitation déployés dans les régions les plus touchées. Cette transition révèle une dynamique qui s'éloigne des cycles imposés par les bailleurs extérieurs pour adopter une progression façonnée par les ressources locales. Le premier indicateur, précis et structurant, marque une évolution majeure. Plus de 200 000 hectares ont été réhabilités en moins de 2 ans. Cette étendue représente non seulement des surfaces redevenues productives, mais surtout une revalorisation de terres longtemps négligées, rendues de nouveau viables grâce à des techniques résilientes adaptées au Sahel. Cette réhabilitation accélérée démontre une capacité d'organisation interne que beaucoup jugeaient improbable, car elle mobilise des équipes locales plutôt que des interventions externes étroitement conditionnées. Un deuxième chiffre éclaire la transformation du système semencier. 12 pépinières spécialisées ont été créées pour produire des graines adaptées et reproductibles. Leur rôle dépasse l'objectif logistique, car elles fournissent des variétés résistantes aux aléas climatiques et réduisent mécaniquement la dépendance historique aux semences importées. Ce réseau constitue un socle technique essentiel pour stabiliser l'agriculture locale face aux sécheresses répétées. Le troisième indicateur révèle un changement de structure dans la production. Les importations alimentaires ont diminué de 18% en un an seulement. Cette réduction n'est pas une simple contraction statistique. Elle traduit l'augmentation réelle de la disponibilité locale, confirmant que les cultures internes remplacent progressivement une partie des besoins nationaux. La variation, encore modeste à l'échelle d'un pays enclavé, indique néanmoins que la transition vers l'autonomie n'est plus théorique mais tangible. Ces mesures, mises en perspective, montrent comment chaque delta contribue à recomposer l'économie rurale. La hausse de la production locale redonne du poids aux marchés régionaux, tandis que les coopératives, renforcées par la nouvelle disponibilité en semences, structurent mieux les circuits d'approvisionnement. Les paysans réinvestissent les parcelles abandonnées, testent des espèces plus robustes et partagent des techniques reproductibles, créant un écosystème où l'entraide et l'expérimentation prennent la place des dons conditionnés. Cette dynamique transforme aussi l'organisation sociale. Les femmes, nombreuses dans les coopératives, prennent des responsabilités accrues dans la gestion des récoltes et la distribution communautaire. Leur participation, concentrée dans la transformation et la conservation des produits locaux, consolide la chaîne alimentaire interne. Ce mouvement, longtemps freiné par des modèles d'aide centrés sur des intrants importés, esquisse une redistribution des rôles
plus inclusive et plus stable. À l'échelle nationale, le gouvernement ajuste désormais ses politiques publiques en fonction de ces indicateurs plutôt qu'en réaction aux priorités imposées par l'aide internationale. Cette réorientation s'inscrit dans la logique affirmée par Ibrahim Traoré, qui présente la souveraineté alimentaire non comme une ambition idéologique, mais comme un ensemble de mesures progressives, vérifiables, destinées à fermer la brèche ouverte par des décennies de dépendance. La question désormais n'est plus de savoir si les chiffres prouvent une avancée, mais si cette trajectoire peut se maintenir sans relâcher la pression sur les initiatives locales qui en constituent le cœur. Les critiques les plus solides du modèle burkinabé commencent par un constat apparemment implacable. Un pays confronté aux sécheresses récurrentes, aux sols appauvris et à une croissance démographique rapide ne peut prétendre à l'autosuffisance alimentaire sans soutien extérieur massif. Selon cette ligne de pensée, les ressources internes ne suffiraient pas à stabiliser la production, surtout dans les régions où chaque variation climatique peut effacer une saison de travail. L'aide internationale, dans cette perspective, n'est pas un outil de domination, mais un mécanisme indispensable pour éviter l'effondrement des systèmes agricoles fragilisés. Ce premier argument s'appuie sur l'idée que la dépendance n'est pas un choix, mais une conséquence naturelle des contraintes physiques du Sahel. Le second argument, plus technique, affirme que l'agriculture locale ne peut rivaliser avec les rendements des semences modifiées importées. Les partisans de cette position soutiennent que les variétés locales, bien qu'adaptées au climat, offrent des volumes insuffisants pour répondre aux besoins d'un pays entier. Ils évoquent la nécessité d'une modernisation rapide, irrigation mécanisée, engrais importés, semences brevetées, et affirment qu'un modèle reposant exclusivement sur des ressources endogènes condamne le pays à une production inférieure. Dans ce cadre, refuser l'aide revient à renoncer à des gains technologiques cruciaux et à un accès privilégié à des outils agricoles avancés. Ces deux critiques, cohérentes dans leur propre logique, omettent pourtant les données les plus récentes du terrain burkinabé. La réhabilitation de plus de 200 000 hectares montre que les sols peuvent être restaurés lorsqu'ils sont gérés selon des méthodes adaptées plutôt que standardisées. Les 12 pépinières créées localement prouvent qu'un système semencier autonome peut fournir des variétés résistantes sans dépendre de technologies externes verrouillées. La baisse de 18% des importations alimentaires indique que les cultures locales, soutenues par les coopératives, ont effectivement commencé à remplacer une partie des besoins nationaux. Ainsi, le Stillman ne détruit pas les critiques, mais les replace dans un contexte où les données démontrent que la fragilité structurelle n'est pas immuable. Elle peut être corrigée lorsque les leviers agricoles sont contrôlés de l'intérieur. Un basculement silencieux apparaît. Ce milieu de trajectoire ne s'explique pas par un chiffre ou une annonce officielle, mais par une transformation discrète, presque souterraine, qui change la dynamique interne du pays. Dans les coopératives rurales, un phénomène inattendu émerge. Les femmes, longtemps reléguées aux tâches périphériques, deviennent des actrices centrales de la transition agricole. Elles organisent la sélection des semences, coordonnent les distributions locales et stabilisent les récoltes dans les zones les plus fragiles. Leur présence accrue remet en question l'idée selon laquelle l'autonomie serait un processus strictement institutionnel, révélant, au contraire, qu'elle se construit d'abord dans les gestes du quotidien. Cette réorientation sociale redessine l'équilibre du modèle. Là où les critiques prévoyaient une désorganisation, les villages gagnent en cohésion, car la participation élargie répartit la charge de la transition. De petites unités de production, jusque-là marginales, deviennent des lieux d'expérimentation collective.
Ce tissu nouveau, fragile mais actif, crée un tampon contre les incertitudes climatiques et renforce la résilience locale. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un initiateur solitaire que comme le point de départ d'une chaîne d'appropriation successive, chacune contribuant à ancrer le projet dans la vie réelle. Mais une question remonte désormais. Ce moteur social suffit-il à porter l'ensemble du pays jusqu'au bout de son pari? Les effets concrets de la transition apparaissent désormais avec une clarté que le débat initial ne laissait pas prévoir. La question ouverte au midpoint, ce moteur social suffit-il, trouve ici ses premières réponses réparties entre quatre groupes dont les trajectoires se distinguent sans se contredire. Pour introduire ce groupe, on peut dire que les paysans jouent un rôle important. Pour eux, la rupture agit comme une reconquête. Les terres réhabilitées, désormais productives, offrent un espace où les variétés locales reprennent leur place naturelle. Dans plusieurs régions, on observe une réduction des pertes saisonnières grâce à l'usage de graines adaptées au climat du Sahel. Les paysans témoignent d'une progression régulière de leur autonomie. Ils contrôlent la reproduction de leurs semences, réorganisent les cycles de culture et disposent de coopératives plus solides pour écouler leurs récoltes. Cette stabilité relative compense les inquiétudes suscitées par l'abandon des intrants importés. Pour introduire ce groupe, on peut dire que les femmes actrices jouent un rôle important. Leur rôle, déjà perceptible au midpoint, devient l'un des leviers les plus décisifs. Dans les secteurs de transformation, de conservation et de distribution, elles assurent une continuité logistique que les structures officielles ne pouvaient garantir seules. Leur implication réduit les ruptures d'approvisionnement entre villages et contribue à lisser les fluctuations de production. Dans plusieurs coopératives, la présence féminine dépasse désormais 40%, ce qui transforme la gouvernance locale et introduit une gestion plus collective des ressources. Cette dynamique renforce la cohésion communautaire tout en ouvrant un espace économique plus stable pour les familles rurales. Pour introduire ce groupe, on peut dire que la jeunesse rurale joue un rôle important. Longtemps attirée par les villes ou les pays voisins, une partie de la jeunesse redécouvre l'agriculture comme activité viable. Les programmes de formation mis en place pour renforcer les pratiques résilientes suscitent de nouveaux engagements. Les jeunes participent aux chantiers de réhabilitation, apprennent à entretenir les sols, testent des méthodes de compostage et de micro-irrigation adaptées aux pénuries d'eau. Cette évolution n'était pas prévue dans les projections initiales. Elle apparaît comme un bénéfice collatéral, révélant que l'autonomie alimentaire crée aussi une dynamique sociale propre. Pour introduire ce groupe, on peut dire que le voisinage régional joue un rôle important. Les pays limitrophes observent la trajectoire burkinabé avec une attention particulière. Certains, comme le Mali ou le Niger, voient dans cette expérience une alternative possible à la dépendance historique envers les bailleurs internationaux. Les discussions informelles autour d'un partage de semences endogènes, de techniques adaptées ou d'expérimentation collective se multiplient. Cette contagion d'idées, encore discrète, crée les prémices d'une coopération régionale que beaucoup jugeaient improbable. Les analystes internationaux, eux, s'interrogent. La démarche peut-elle s'étendre au-delà d'un seul pays sans déstabiliser les politiques de développement basées sur l'aide conditionnée? À travers ces quatre groupes, une constante apparaît. La décision initiale n'a pas produit un choc uniforme, mais une série d'ajustements locaux qui, agrégés, redessinent les fondations du modèle alimentaire national. Et c'est à ce niveau que la trajectoire voulue par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Non pas imposer une transformation par décret, mais créer un cadre où chaque acteur, à son échelle, contribue à consolider l'autonomie. La question suivante s'impose alors. Ces avancées, encore fragmentaires, peuvent-elles résister au scénario à venir? Les prochains mois
s'ouvre comme un espace d'incertitude structuré où chaque trajectoire dépendra d'un enchaînement de conditions précises. Les avancées observées jusque-là sont réelles, mais leur maintien repose sur une articulation fragile entre climat, organisation interne et stabilité sociale. Trois scénarios se dessinent alors, chacun dicté par un ensemble clair de si alors, qui permet d'en mesurer les implications. Si les pluies restent dans la moyenne saisonnière et si les coopératives continuent d'étendre la distribution des semences locales, alors le Burkina Faso pourrait consolider les gains récents sans progression spectaculaire. Cette trajectoire implique une production suffisante pour maintenir la baisse des importations, stabiliser les marchés ruraux et renforcer la confiance interne. Dans ce scénario, la souveraineté alimentaire progresse à un rythme constant, avec des marges d'ajustement limitées mais fonctionnelles. Les villages poursuivraient la réhabilitation de leurs parcelles et les formations resteraient un levier central pour compenser les lacunes techniques. Si les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, décident de partager leurs ressources, leurs variétés endogènes ou leurs pratiques adaptées au Sahel, alors un corridor régional pourrait émerger. Cette coopération offrirait un environnement favorable où les échanges d'innovations locales renforcent la résilience collective. Dans cette projection, les jeunes ruraux, déjà impliqués, joueraient un rôle essentiel dans l'expansion des techniques écologiques, tandis que les coopératives féminines gagneraient en influence. Les retombées seraient rapides, davantage de parcelles réhabilitées, des rendements plus stables et une réduction significative des vulnérabilités récurrentes. Si la saison connaît une sécheresse sévère et si les partenaires internationaux resserrent leur pression à la suite du refus de l'aide conditionnée, alors la progression pourrait se heurter à un double blocage. Les récoltes chuteraient, les marchés se contracteraient et les ressources coopératives deviendraient insuffisantes pour compenser les déficits. Dans cette situation, l'autonomie fragile observée aujourd'hui pourrait vaciller, entraînant une réapparition des risques alimentaires et une réexposition du pays aux mécanismes qu'il avait cherché à dépasser. Dans ces trois scénarios, un fil commun s'impose. La souveraineté alimentaire ne dépend pas uniquement des politiques publiques, mais d'une série de conditions alignées qu'il faut surveiller en permanence. La véritable question devient alors: quel mode de vigilance collective permettra de franchir cette fenêtre de 6-12 mois sans perdre l'élan acquis? L'histoire en cours dépasse désormais les chiffres, les hectares réhabilités ou les baisses d'importation. Elle touche directement celles et ceux qui, au-delà du Burkina Faso, observent les tensions entre dépendance et autonomie, entre facilité immédiate et souveraineté construite patiemment. Pour de nombreux Africains, cette trajectoire résonne avec un sentiment familier, celui d'avoir vu des décennies d'aide alterner entre soutien ponctuel et contraintes prolongées, sans toujours renforcer la capacité réelle des communautés à se relever seules. Pour les diasporas, souvent conscientes des contradictions entre discours de développement et réalité imposée, cette expérience offre un miroir différent. La transition burkinabé, fragile mais affirmée, introduit l'idée qu'une réorientation profonde peut commencer même dans des conditions défavorables. Le geste initial, loin d'être perçu comme un isolement volontaire, apparaît comme une tentative de redonner une valeur concrète à la maîtrise locale. Cette perception nourrit une réflexion intérieure. Que signifie soutenir son pays quand les leviers stratégiques ne reposent plus sur les bailleurs externes mais sur les dynamiques internes? Pour les jeunes générations du Sahel, habituées à vivre avec les incertitudes climatiques et économiques, l'exemple en cours propose une autre forme de perspective. La participation croissante à la réhabilitation des terres, aux formations agricoles et aux coopératives crée un modèle où l'engagement local n'est plus seulement un impératif moral,
mais une opportunité réelle. Cette possibilité change subtilement la manière dont les ambitions professionnelles se dessinent. La Terre n'est plus un symbole de contrainte, mais un espace de compétence. Face à ces effets concentriques, une question persiste, enveloppée d'espoir mais aussi de prudence. Comment chacun peut-il transformer cette prise de conscience en acte, même modeste, pour soutenir une dynamique qui vise à réduire la vulnérabilité structurelle? La consolidation de l'autonomie alimentaire nécessite désormais une méthode claire, séquencée, capable de guider le pays au-delà de l'élan initial. Les avancées sont visibles, mais elles doivent être rendues mesurables pour éviter la dispersion et renforcer la cohérence d'ensemble. Un plan en 4 étapes, précis et évolutif, permet d'ancrer cette trajectoire dans une dynamique durable. Les techniciens agricoles doivent établir une lecture fine des terres, qualité, humidité résiduelle, potentiel de restauration. Cette cartographie, mise à jour chaque saison, sert de base pour orienter les chantiers de réhabilitation. La mesure se fait par le nombre de parcelles remises en culture et la progression du rendement local. Les 12 unités existantes doivent être renforcées par des équipes locales formées à la sélection, au séchage et à la conservation. Le calendrier exige des cycles trimestriels pour garantir une disponibilité continue de semences reproductibles. Le succès se mesure par la proportion de graines issues de ces centres par rapport aux besoins nationaux. À court terme, chaque coopérative doit devenir un lieu de stockage, de distribution et de formation. Les responsabilités se partagent entre femmes, jeunes et agriculteurs expérimentés. Les résultats se vérifient par la stabilité des approvisionnements et la réduction des ruptures saisonnières. Le gouvernement, suivant l'orientation d'Ibrahim Traoré, doit aligner subventions, programmes de formation et investissements sur les initiatives endogènes. Les indicateurs sont simples: maintien de la baisse des importations, croissance des rendements et élargissement des surfaces cultivées. Ce parcours, robuste mais ajustable, ne garantit pas une réussite immédiate. Il construit cependant la charpente d'une autonomie durable, soutenue par des actions vérifiables plutôt que des intentions. Un an après la rupture, le regard se tourne à nouveau vers Koudou, là où les premières parcelles réhabilitées ont montré qu'un champ abandonné pouvait redevenir une promesse. Sur cette terre redevenue fertile, les sillons témoignent de l'effort continu, non pas d'un moment héroïque, mais d'une volonté patiente portée par des milliers de gestes quotidiens. C'est dans cet endroit, simple et presque isolé, que le sens profond de l'autonomie prend forme. Une nation ne se reconstruit pas depuis les discours, mais depuis ses sols. Lors de sa venue, Ibrahim Traoré avait saisi une poignée de cette terre pour rappeler que la souveraineté commence là où l'on ose cultiver ce qui nous appartient déjà. Ce geste, devenu motif persistant dans les esprits, sert aujourd'hui de fil conducteur à ceux qui doutaient encore de la capacité du pays à se relever. Dans les villages, des enfants courent sur les mêmes parcelles qui avaient sombré dans l'oubli, et leur présence donne à la transition un visage que les chiffres seuls ne peuvent offrir. De cette scène naît une conviction simple, presque murmurée: la dignité pousse toujours là où on la protège. L'histoire du Burkina Faso ne se clôt pas avec un refus, ni avec les chiffres qui ont suivi, mais avec la possibilité offerte à chacun de repenser la manière dont une communauté choisit de se nourrir, de s'organiser et de préserver sa dignité. Ce qui se joue ici dépasse les frontières. C'est un rappel que la souveraineté alimentaire n'est pas un slogan, mais une construction patiente fondée sur des choix assumés. Pour beaucoup, cette trajectoire devient une invitation à réévaluer la place que prennent les aides extérieures dans les décisions locales, non pas pour les rejeter systématiquement, mais pour questionner ce qui, derrière elles, conditionne réellement l'avenir. À ce titre, le débat reste ouvert, et il gagne à s'élargir au-delà des cercles habituels. Si cette histoire résonne en vous,
Elle peut devenir un point de départ pour ouvrir la discussion, partager une réflexion ou encourager ceux qui, dans leur propre communauté, cherchent des voies plus autonomes. Alors, une question demeure, simple mais féconde. Quelle